Alors, bon, voilà, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Lumière commune, donc ce traité qui est important au moins par le poids et la quantité, donc je ne suis pas sûr de faire mentir l'idée matérialiste et dialectique que la quantité parvenue à un certain seuil aboutisse à la qualité. Ça, c'est à chacun de juger de ce qu'il y a dans ce livre. Mais donc, en gros, pourquoi est-ce que j'ai utilisé ce titre un peu curieux tout de même, plus poétique que philosophique, qui est Lumière commune? Eh bien, d'abord, c'est parce que, petit clin d'œil à l'histoire de France, je pense que ce sont les deux mots, au fond, les plus évocateurs de l'histoire de France, et peut-être de la langue française, les Lumières et, bon, la commune. Et donc, à travers ces deux mots, ce que je veux célébrer, c'est une certaine continuité de cette histoire de notre pays, avec l'intention effectivement de porter des lumières qui soient partagées par toute l'humanité, l'humanité qui est, comme vous le savez tous, effectivement le nom choisi par Jaurès pour nommer le journal de la classe ouvrière lorsqu'il l'a créé au début du XXe siècle. Et au-delà de l'évocation, bien sûr, il s'agit de voir quel est le sujet lui-même. Alors les lumières, évidemment, si aujourd'hui je pense qu'il faut les défendre, c'est parce que je réfléchis quelquefois à cette remarque que faisait le cinéaste italien Pasolini dans les années 70, lorsqu'il faisait remarquer que déjà les lucioles s'éteignaient, qu'il voyait s'éteindre l'une après l'autre les lucioles. Les lucioles, c'était évidemment une métaphore des Lumières, et il avait anticipé cette espèce de virage réactionnaire européen et mondial que nous vivons depuis bien des années, et qui aboutit effectivement à mettre en danger l'apport général des Lumières, les Lumières nées largement dans la foulée de la Renaissance italienne, puis de la Renaissance européenne, puis du siècle des Lumières proprement dit, la Révolution française et ainsi de suite. Ces Lumières qui ont tout naturellement abouti, dans leur pleine conséquence en quelque sorte, à le mouvement ouvrier, et à la Révolution d'octobre. Et lorsque la Révolution d'octobre est tombée, en quelque sorte, ou plus exactement, lorsque la contre-révolution, parce que ce n'est pas évidemment la Révolution d'octobre elle-même, mais lorsque la contre-révolution a frappé et qu'elle a détruit la première expérience socialiste de l'histoire, tout au moins en Europe et dans une grande partie de l'ancien monde, si l'on peut dire, eh bien cela s'est traduit aussi par des reculs extrêmement importants d'un point de vue idéologique et culturel. Certains opposent Lénine, le partisan de la dictature du prolétariat, à Gramsci, le partisan de l'hégémonie culturelle. Il n'y a rien à opposer ici, ces deux choses sont complémentaires. Et en tant que militant, en tant qu'enseignant aussi, en tant qu'enseignant, j'ai toujours défendu les Lumières de par mon métier même. Eh bien, je pense que nous avons à combattre ici, les uns et les autres, cette espèce de vague contre-révolutionnaire qui n'en finit pas, qui est loin d'être terminée, qui néanmoins se heurte à des obstacles, qui n'est pas maîtresse du monde entier, mais qui, dans son sillage, entraîne effectivement une décadence ou un déclin tout au moins de cet esprit critique, de ces Lumières qui avaient pris leur envol et qui avaient abouti à toute une série de révolutions, d'abord bourgeoises, puis prolétariennes dans l'histoire. Et il me semble avoir effectivement porté l'attention là-dessus très très vite pour faire un tout petit peu de retour biographique, comme c'est à la mode aujourd'hui, mais rassurez-vous, ça sera rapide, en insistant sur l'idée dès le milieu des années 80 que ce que j'appelle l'exterminisme est le stade suprême de l'impérialisme. Ce n'est pas un stade nouveau, ce n'est pas quelque chose qui succède à l'impérialisme, c'est un approfondissement de l'impérialisme. Ça signifie simplement qu'à notre époque, le capitalisme est devenu tellement obsolète, tellement ravageur, tellement destructeur, que sur tous les plans, il met en péril l'existence même du genre humain. Et c'est en ce sens qu'il est exterministe par nature, en quelque sorte. Bien que cela puisse se traduire par des conséquences, par des effets bien différents. À l'époque, quand j'écrivais cette phrase, c'était surtout en pensant au danger de guerre nucléaire qui, à l'initiative des États-Unis, avec en particulier la crise des euromissiles en 1983-84, effectivement a failli porter le monde à l'incandescence. Mais c'est aussi, effectivement, bien sûr, on le voit aujourd'hui avec
ce qu'on appelle la crise environnementale, qui n'est pas qu'environnementale et qui a aussi très largement des causes humaines et des causes plutôt inhumaines, si je puis dire, et donc d'ordre très politique, et on pourrait chercher dans bien d'autres domaines encore. Alors, bien sûr, il y a des causes, extra-philosophiques à ce recul, à cette dilution, à cette extinction des Lumières qu'il me semble absolument nécessaire de combattre. Et ces causes extra-philosophiques, je les ai déjà partiellement nommées, c'est la contre-révolution, c'est l'exterminisme. On pourrait aller plus loin, mais ce n'est pas l'objet de la séance d'aujourd'hui, et analyser les raisons profondes qui ont fait que le camp socialiste a tenu bon pendant une période donnée face à tous les assauts dont il a été victime, et puis qu'à une autre époque, il n'a plus été en mesure, effectivement, de répondre à ces assauts. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et puis, il y a des causes, je dirais, proprement culturelles, proprement philosophiques, proprement théoriques. Et c'est là-dessus, effectivement, que je veux travailler, puisque le sous-titre de ce livre, c'est « Traité de philosophie générale à la lumière du matérialisme dialectique ». Alors d'abord, traité de philosophie générale. Il se trouve que malheureusement, les philosophes marxistes, pendant toute une période, tout au moins en Occident et encore plus en France, ont en quelque sorte fui le terrain de la philosophie générale. Tout simplement, chacun s'est spécialisé dans ceci ou dans cela. Il était entendu qu'on ne pouvait plus avoir de philosophie générale. Il y a même eu tout un courant qui disait que la philosophie marxiste n'existait pas, que c'était un oxymore, que par conséquent, il fallait travailler sur tel ou tel sujet, donc au fond se diluer dans différentes sciences humaines. Et du coup, on a perdu de vue qu'une philosophie, c'est quelque chose qui, d'une manière générale, essaye de comprendre le sens global. Sinon, elle ne sert à rien. Le sens global de quelques énormités, quelques mots énormes, là, donc, que je n'ose prononcer qu'en tremblant, c'est-à-dire l'histoire, la vie, enfin tout cela, comment l'aborder, comment lui donner sens et dans quelle direction aller, en quelque sorte. C'était les grandes questions posées par Kant au XVIIIe siècle, quand il disait que, au fond, la philosophie, c'était la capacité de s'orienter dans la pensée, de produire une boussole pour s'orienter dans la pensée, et à travers la pensée pour s'orienter dans l'action. Alors si on commence par dire qu'il n'y a plus de philosophie générale et qu'il n'y a plus d'intérêt à construire une conception du monde global, évidemment, du même coup, on scie la branche sur laquelle nous sommes perchés, nous autres philosophes, et on retire beaucoup de sens à la discipline qui devrait s'occuper du sens, si l'on peut dire. Il y a une espèce de vengeance du sens sur la philo lorsqu'elle cesse de s'occuper de cela. Et puis aussi, bien sûr, parce que le marxisme lui-même, sous la pression d'une espèce de révisionnisme politique global, n'a cessé de prendre des virages de plus en plus, ou plutôt d'opérer des reculs, et d'être de plus en plus défensif. Et donc, on a commencé par dire qu'effectivement, il n'y avait plus de véritable philosophie marxiste, que dans le cadre de la philosophie marxiste, s'il y en avait une, en tout cas, ce n'était pas le matérialisme dialectique, ce gros mot, qui est pourtant dû à Engels, alors qu'il était généralement attribué à Staline, mais l'expression figure déjà chez Engels. Et puis que si c'était le matérialisme dialectique, c'était surtout pas la dialectique de la nature, cette horreur absolue, pré-critique et pré-kantienne. Et que si c'était effectivement quand même un petit peu de dialectique de la nature, ça ne pouvait être qu'à titre de théorie de la connaissance et que ça ne concernait pas du tout l'être même des choses, et que donc le marxisme, au fond, n'avait rien à dire sur l'être, sur la réalité, sur les choses elles-mêmes, en quelque sorte, sur le monde, sur la nature, sur l'histoire, et qu'il fallait toujours se replier au second, au troisième, au 14e degré, en quelque sorte, comme s'il fallait, comment dirais-je, aller aux choses en reculant, si l'on peut dire, d'une manière complètement absurde, marcher en crabe vers la réalité, si j'ose dire. Bon, au fond, à partir de là, il ne faut pas s'étonner si il est arrivé au marxisme ce qui est arrivé à bien des entités politiques depuis cette époque, c'est-à-dire finalement de petit à petit ne plus recouvrir qu'un mot. Bon, voilà, alors si j'enlève à la philosophie marxiste la dialectique de la nature, le matérialisme dialectique, puis dans la foulée, il ne faut pas se gêner, le matérialisme historique, et puis pourquoi pas la théorie du reflet en matière de gnoséologie, de théorie de la connaissance, eh bien après, la philosophie marxiste, qui n'est pas la philosophie marxiste, ce n'est plus qu'un couteau sans manche dont on a jeté la lame. Voilà, c'est comme ce que sera un jour la France si nous continuons
comme cela a laissé les gouvernants tout casser, sans production industrielle, sans service public, sans langue française, sans république unie indivisible, sans laïcité type loi 1905, etc. Un couteau sans manche dont on a jeté la lame, c'est-à-dire rien. Une émission de voix, flatus vocis, comme disaient les latinistes du Moyen-Âge, en quelque sorte. Et donc la reconquête, elle est d'abord dans notre propre camp, elle est d'abord dans notre propre théorie, elle est d'abord dans notre propre philosophie. Car évidemment, comment voulez-vous conquérir les masses, comme on disait dans le temps passé, ou comment voulez-vous reconquérir une position qui soit celle, pour employer le mot de Gramsci, d'une hégémonie culturelle, si déjà dans votre propre réduit, dans votre propre noyau, vous avez tout cédé, et si dans votre propre ADN, vous avez tout jeté par la fenêtre en quelque sorte, quand on met en l'air l'ADN d'une espèce vivante, eh bien, le mot qui vient immédiatement à l'esprit, c'est évidemment le mot de mutation. Et là, bon, évidemment, petit clin d'œil. D'ailleurs, les Italiens, qui étaient beaucoup moins hypocrites que les dirigeants français d'une certaine époque, eux, ils faisaient retentir la sonorité biologique du mot mutation, puisque Enrico Berlinguer, qui était le véritable penseur de l'eurocommunisme dans les années 70, parlait de la mutazione genetica, de la mutation génétique. Bon, si vous changez l'ADN d'une espèce, c'est plus la même espèce, c'est autre chose. Et donc là, on a eu en quelque sorte un effondrement politique qui s'est accompagné d'une espèce de renoncement permanent, de reculade permanente sur le plan philosophique, théorique et ainsi de suite. Donc au fond, renaissance, reconquête du matérialisme dialectique. Et c'est là que je fais le lien entre les deux choses, c'est-à-dire que je dis que globalement, il ne peut pas y avoir de renaissance des Lumières, encore moins de mise en commun des Lumières, de Lumières communes, en faisant un petit clin d'œil évidemment au communisme. Il ne peut pas y avoir de renaissance de cela s'il n'y a pas de renaissance du matérialisme dialectique, c'est-à-dire du socle, c'est-à-dire du ciment qui peut effectivement permettre de redonner de la cohérence, de redonner du sens, de redonner de la teneur en quelque sorte à toute cette théorie sans laquelle effectivement à notre époque il est bien difficile de permettre effectivement à ceux qui veulent concevoir, penser mais aussi agir tout simplement de saisir le fil rouge des événements et à partir de là de tirer sur ce fil et d'avancer vers quelque chose qui ne soit pas que des reculades, qui soit autre chose que des retraites, que des accompagnements et qui effectivement donne le signal d'une véritable reconquête. Vous voyez que donc il n'y a pas à ce que je vais dire aujourd'hui que des intérêts théoriques, même si les intérêts théoriques sont foncièrement importants. Il y a aussi des intérêts ô combien pratiques, ô combien politiques, ô combien historiques. Si nous sommes véritablement dans une période où le capitalisme est devenu exterministe au sens où je l'ai défini tout à l'heure, c'est-à-dire où il comporte en lui la possibilité de la fin même de l'humanité, la mauvaise fin de l'histoire, si j'ose dire, eh bien, il faut absolument se doter des armes nécessaires pour le combattre. Et la première des armes, effectivement, c'est d'être clair dans sa tête, c'est de savoir à peu près où on va. Sénèque, un philosophe de l'Antiquité, disait que, si vous voulez, il n'y a pas de bonne navigation pour un marin qui ne connaît pas son cap. Et que la première des choses, c'est quand même de savoir où l'on veut aller. Donc le sens des choses, pour finir. Alors là, effectivement, il me semble qu'il est nécessaire de voir un peu les choses plus en détail sur la manière dont a été déconstruite cette philosophie marxiste qui, après la guerre notamment, en 1945 et dans les années qui suivaient, avait quand même un grand retentissement, y compris à l'université, par le Parti communiste français. Ce n'est pas de l'université vers le parti qu'est allé le marxisme, c'est tout à fait dans le sens inverse. Le marxisme était quasiment banni de l'université avant 1945 et c'est grâce à la militance effectivement des communistes à cette époque-là que le marxisme, qui ne pouvait plus être ignoré, étant donné notamment ce qui s'était passé avec la victoire historique sur Hitler et le rôle absolument central qu'avait joué l'armée rouge, l'Union soviétique, eh bien donc tout cela permettait un certain climat général. Et donc ici, il faut bien y réfléchir, lorsque la déstalinisation est venue en particulier,
Eh bien, quoi qu'on pense de la désalinisation, et je ne voudrais pas ici lancer un débat sur l'Union soviétique, Staline, etc., parce que ce n'est pas le sujet, ça ne me fait pas du tout peur de parler de ça, mais bon, je préfère m'en tenir au sujet du jour. Mais quand on a été vers cette déstalinisation, je dis quelquefois qu'en réalité, on a été vers une désalinisation. C'est-à-dire qu'on a désalinisé, en quelque sorte, le marxisme. On l'a privé de son sel. Quelquefois, je cite, en matière de clin d'œil, et je m'adresse aussi peut-être ici des progressistes, des catholiques progressistes, ou je ne sais quoi, il y a une phrase de l'Évangile où Jésus s'adresse à ses disciples et où il leur dit « Vous êtes le sel de la terre, et si le sel perd sa saveur, qui la lui rendra ?» Autrement dit, si ceux-là même qui sont chargés de porter, en quelque sorte, une parole transformatrice, commencent eux-mêmes, en quelque sorte, par mettre de l'eau dans leur sel, et puis de plus en plus d'eau, au point que, pour finir, le sel n'a plus de goût, il ne faut pas s'étonner si tout s'édulcore. Et si on n'arrive plus à avoir qu'un marxisme édulcoré, un communisme édulcoré, et pour finir, si par conséquent le capitalisme en face de lui n'a plus rien, et donc gagne non pas tellement parce qu'il est fort, mais parce que l'adversaire lui-même s'est petit à petit, en quelque sorte, bâillonné, castré, liquidé, en quelque sorte. Voilà, donc je ne dis pas qu'il ne faille pas ici pratiquer une autocritique sur certaines choses qui ont pu se passer dans le mouvement communiste international, dans les pays socialistes. Pas du tout, tout ce champ-là est ouvert, tout ce champ-là doit être au contraire travaillé de manière marxiste. Mais ça ne doit pas être le prétexte à une désalinisation. Voilà, c'est sur quoi j'insiste quelquefois. Et alors pour ce qui nous concerne aujourd'hui, je vais insister sur 2 points. Parce que bon, il y a 5 tomes. Ne soyez pas trop effrayés si vous voulez les lire, parce qu'en réalité, ils ont été écrits par un professeur de philo de terminale et de classe prépa, et bon, qui a un peu l'habitude de s'adresser à des publics jeunes et à des publics de gens qui ne sont pas initiés à la philosophie. Mais en tout cas, dans ces livres, il y a au fond deux idées sur lesquelles je voudrais insister. La première idée est assez, il faut oser l'affronter, elle n'est pas simple à comprendre. C'est l'idée qu'il ne faut pas céder sur le caractère ontologique du marxisme, sur le caractère ontologique de la philosophie marxiste et du matérialisme dialectique en tant que tel. Alors, au tableau, j'ai écrit un certain nombre de citations, là, tout à l'heure, pendant que vous vous installiez. Ça m'a permis de retrouver mes réflexes de prof, écrivant à l'ancienne, à la craie sur un tableau, c'est très agréable. Et donc, j'ai commencé par, tout à fait à la droite du tableau, donc par une phrase du vieil Héraclite d'Éphèse. Héraclite est un philosophe génial, trop mal connu, qui vivait donc il y a fort longtemps, c'est le VIe siècle en gros avant Jésus-Christ pour aller vite, et donc voyez ce qu'il écrit. C'est saisissant parce qu'il nous dit que le tout est comparable à un feu. La citation je ne vous la relis pas puisque vous l'avez au tableau, si vous avez meilleure vue que moi vous devez la voir, mais que donc ce feu en quelque sorte résume le mouvement des choses et que d'une part, il consume les choses, mais qu'à travers la consommation des choses, eh bien, c'est de nouvelles choses qui apparaissent sans cesse. Et à la fin, surtout, il fait une comparaison qui nous intéresse, nous marxistes, puisqu'il dit qu'il en est du feu, et le feu, c'est la métaphore ici de la matière, en réalité, il en est du feu comme en économie, il n'emploie pas le mot, mais il en est de l'or, ou je dirais plutôt, à notre époque, on dirait plutôt de l'argent. L'argent qui résume toutes les marchandises, qui permet effectivement de les échanger l'une avec l'autre. C'est une comparaison que d'ailleurs fera Marx à plusieurs reprises lui-même quand il parlera bien plus tard d'économie. Et la matière ici apparaît comme en quelque sorte l'argent ou l'or des transformations de la nature, ce qui permet à la nature de passer d'un état à un autre état, comme ce qui, dans les échanges économiques, permet de passer d'une marchandise à une autre marchandise par l'intermédiaire d'une marchandise universelle, d'une marchandise qui est à la fois une marchandise particulière, puisque l'argent, c'est quelque chose que vous pouvez tenir dans les mains, et une marchandise de portée et de valeur universelle, puisque c'est l'équivalent universel, en quelque sorte. Et donc, vous voyez, ce matérialisme dialectique, il a des racines très anciennes, il remonte à une période très antérieure à Marx, c'est un courant fondamental de la philosophie, c'est même peut-être le premier courant historiquement formé de la philosophie.
Bien sûr, à l'époque, il s'exprime d'une façon propre au temps, c'est-à-dire en vers, d'une manière un peu mystérieuse. Héraclite était surnommé l'obscur, les gens ne comprenaient pas bien ce qu'il voulait dire. À notre époque, naturellement, il ne s'agit pas simplement de revenir à Héraclite, puisque nous avons 2500 années d'histoire scientifique derrière nous, et que ce qui n'était chez Héraclite qu'une intuition est devenu un résultat à notre époque, littéralement un résultat. C'est-à-dire qu'effectivement, ici, nous voyons bien, comme le dit Engels dans l'une des citations que je pourrais vous donner tout à l'heure si je la retrouve, que effectivement cette idée du matérialisme n'est pas une simple option. C'est pas une option, le matérialisme, mais c'est bel et bien quelque chose qui résulte de l'ensemble du progrès des connaissances scientifiques. Alors, avec évidemment cette cerise sur le gâteau, ô combien importante qu'entre-temps, on a eu aussi l'apport du marxisme, l'apport du matérialisme historique, l'apport en particulier aussi de la critique de l'économie capitaliste par le Capital, dans le Capital, où effectivement on a un peu suivi de près la façon dont fonctionnait l'argent devenant capital et ainsi de suite, et toutes ces choses-là, avec donc des bases évidemment de rigueur qui étaient bien plus fortes, qui sont bien plus fortes à notre époque. Alors il y a souvent quelque chose qui m'est opposé, qui est tout à fait respectable naturellement, bon c'est de la polémique philosophique, mais elle est entre camarades je dirais, c'est que le marxisme est plutôt une théorie tournée vers la praxis et donc vers l'action. Et que donc il ne faudrait pas que dans le marxisme on mette trop en avant ce qu'on pourrait appeler une ontologie de la nature. Une ontologie de la nature, ça veut dire justement donc, alors ontologie, c'est un mot que peut-être beaucoup connaissent ici, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, démocratiquement, je le traduis, c'est un mot grec, qui veut dire l'étude de l'être, plus exactement l'étude de l'étant. Si on suit les distinguos de quelqu'un comme Heidegger, qui distingue entre l'être et l'étant, par exemple. L'étude de l'étant, l'étude de ce qui est, en quelque sorte. Et donc, on nous dit, et Marx nous dit lui-même, que la connaissance n'est jamais directe, elle ne porte pas directement sur l'être, mais qu'elle porte toujours sur l'être par l'intermédiaire d'une pratique. C'est la deuxième thèse sur Feuerbach, par exemple, de Marx. Oui, c'est vrai, mais attention, cette pratique que nous avons des choses elle-même, elle n'a d'efficacité quelconque que si elle est conforme au fonctionnement même des choses. On ne commande à la nature qu'en lui obéissant, disait déjà un dialecticien anglais du nom de Bacon. On ne commande à la nature qu'en lui obéissant, ça veut dire que vous ne pouvez pas agir réellement sur le réel si vous ne partez pas des lois du réel, de la façon même dont il fonctionne. Et c'est vrai même de la façon la plus simple, à partir du moment où vous agissez sur la réalité, ne serait-ce que, en sciant une branche, par exemple. La façon dont est conformée la scie, dont elle a été fabriquée, doit être elle-même conforme à l'acte auquel elle est destinée, à la nature du bois, etc., à toutes sortes de choses de ce genre. Donc, ici, la philosophie, me semble-t-il, ne doit pas se détourner de cette ontologie qui est sa destination principale. C'est Bertrand Russell, un philosophe anglais qui n'avait rien de marxiste, mais alors pas du tout, et qui lui-même s'étonnait déjà à son époque, donc dans les années 70, quand il faisait le bilan de sa vie, et qui disait « Mais je suis très étonné », alors je vous lis sa citation, « La philosophie récente me semble avoir abandonné, sans nécessité, cette tâche sérieuse et importante que la philosophie de tous les temps avait poursuivie jusqu'ici. Les philosophes, de Thalès de Milet à tous ceux qui lui avaient succédé, s'étaient efforcés de comprendre le monde. Je n'ai pas le sentiment que la philosophie nouvelle poursuive cette tradition. » Et si la philosophie se détourne effectivement de cette question, donc de la nature, de la compréhension de la nature, de la place de l'histoire dans la nature, et à partir de là, de la place de l'homme dans l'histoire et de la capacité pour l'homme de transformer cette histoire dans un sens qui lui soit plus favorable, effectivement, le marxisme ne pourra pas jouer le rôle qui est le sien. Me semble-t-il qui lui était destiné, en tout cas par ses fondateurs comme Marx, et en particulier sur cette question, comme Friedrich Engels. Alors, on me dira, mais en réalité, la matière, nous ne l'appréhendons jamais, puisque c'est la question centrale. La matière, la nature, pour l'instant, je fais un peu comme si c'était synonyme. C'est pas tout à fait le cas, mais enfin, faisons comme si pour aller vite.
La matière, la nature, on ne les appréhende jamais qu'à travers une pratique. On ne les appréhende jamais qu'à travers une conscience, etc., etc. Et donc, si vous voulez, elles n'ont pas d'indépendance et elles n'ont pas de, structure propre qui soit autonome par rapport à notre visée sur elles. Eh bien, ici, il y a une très bonne réponse qui est indiquée à partir d'un logicien soviétique. Et oui, je cite les logiciens soviétiques, vous voyez comme je suis ringard. Et donc, ce logicien s'appelle Sheptoulin, il a écrit un texte très intéressant qui s'appelle « Les catégories du matérialisme dialectique ». Et donc, vous pouvez voir ce qu'il y indique. Il dit que lorsque, par exemple, on ne définit la matière qu'en relation avec la conscience ou qu'en relation avec la pratique, eh bien, on dit des choses justes, parce que la matière est bel et bien quelque chose qui est indépendant. Quand on dit la matière, c'est ce qui est indépendant de la conscience. Par exemple, si vous voulez, ceci, ça existe, même si je ne le vois pas. Si ma conscience, si je laisse ce livre dans cette chambre, dans cette amphi, eh bien, cet objet continue d'exister. Oui, d'accord, ajoute Sheptoulin, mais n'oubliez pas que cette matière elle-même n'existe pas par rapport à la conscience en tant que telle, puisque si la conscience disparaissait, la matière serait toujours là. Et lorsqu'un jour peut-être la conscience disparaîtra, si l'espèce humaine disparaît, rien n'indique qu'elle est éternelle, eh bien la matière existera toujours et elle aura toujours des caractéristiques. Et n'oublions pas qu'à outre, ce n'est pas la conscience qui a donné naissance à la matière, mais toutes les sciences, les unes après les autres, nous indiquent bien que c'est le contraire. Et que la pensée repose sur le cerveau repose sur la vie repose sur un certain nombre de combinaisons chimiques, lesquelles ne seraient rien sans un certain nombre d'actions et de réactions physiques, etc., etc. Donc nous sommes ici, en fait, devant une réalité qui est que la matière ne peut pas être définie que par rapport, pas seulement par rapport à la conscience, pas seulement par rapport à la pratique. C'est le contraire. C'est le contraire. La pratique, on va pouvoir la comprendre à partir de son enchâssement, si vous voulez, dans la matière, dans l'histoire de la nature et ainsi de suite. Regardez comme c'est important, ne serait-ce qu'à notre époque, où se posent tous ces problèmes écologiques que certains dénient, dont ils pensent effectivement parfois, mais enfin, on voit de tout dans la nature et dans la société, que c'est une sorte d'invention des milieux bobos pour détourner les prolétaires du combat de classe, mais non, on voit bien que les problèmes écologiques ici sont de plus en plus énormes, écrasants, etc., et qu'il faut les affronter, et que notre problème, c'est justement de les affronter, nous marxistes, sur des bases anticapitalistes, sur des bases de classe. Ne pas laisser justement cela à nos adversaires. Et si on commence par liquider la dialectique de la nature d'Engels, si on commence par s'asseoir sur le matérialisme dialectique et à dire tout ça c'est vieillot, c'est ringard, ça n'existe plus, à ce moment-là, on se prive d'un outil absolument fondamental pour arriver à dégager ce qui pourrait être une ligne marxiste, révolutionnaire, communiste, etc., sur les questions écologiques. Il ne s'agit donc absolument pas ici de se rallier à une sorte d'écologisme boboisant, passez-moi l'expression, c'est l'inverse. Il s'agit de savoir comment faire en sorte que, partant de nos propres bases, eh bien, nous allions vers une appréhension de ces questions qui soit véritablement de nature à nourrir l'anticapitalisme et non pas à nourrir, comme actuellement, les fantasmes du capitalisme vert. C'est tout l'inverse, en quelque sorte. Alors ça, c'est vraiment le premier point sur lequel il me semble absolument central d'insister. La nécessité ici de ne pas fléchir sur l'idée d'une dialectique de la nature et à travers la dialectique de la nature sur une véritable logique matérialiste. Alors ça suppose un rapport non pas pré-kantien, non pas pré-critique, etc., mais un rapport très instruit au contraire à l'histoire de la philosophie. Ça suppose effectivement qu'on soit capable de se souvenir de tout le travail qu'a fait Hegel pour critiquer Kant. Certains, un peu Sartre par exemple, ou les gens comme ça, qui dans les années 50 ont fait la critique de la raison dialectique. Il y a un titre de livre de Sartre qui s'appelle ainsi, semblait effectivement médusé par tout l'apport critique de Kant. Oui, d'accord, Kant, c'est un monument. J'admire Kant et j'ai fait des travaux dessus, d'ailleurs, j'ai écrit quelques articles sur ce sujet. Mais sur notamment un texte grandiose de Kant qui s'appelle « L'essai pour introduire en philosophie le concept de grandeur négative ». Donc Kant... sur ces questions de la contradiction de la négativité, c'est un auteur majeur. Mais la philosophie ne s'est pas arrêtée à Kant, et il y a eu Hegel en particulier.
Et Hegel qui nous a montré effectivement que Kant non pas était trop critique, mais ne l'était pas assez, qu'il fallait aller plus loin, et qu'en particulier, il fallait lever un préjugé que l'on trouve dans l'histoire de la philosophie, qui est un ancien préjugé de type idéaliste, et qui dénie la possibilité que les choses comportent des contradictions. Il y a tout un courant qui nous dit « mais enfin, vous y pensez, la dialectique de la nature ?» Mais c'est pas possible. Ça voudrait dire qu'il y aurait des contradictions dans les choses. Or, les choses ne comportent pas de contradictions. L'être ne comporte pas de contradictions. Il n'y a pas de contradiction dans le monde. La contradiction, c'est seulement dans notre tête. C'est la citation que vous avez là, que j'ai écrite là, de Hegel, et qui nous dit en quelque sorte « mais cessez donc de faire preuve de tant de tendresse pour le monde ». De faire en sorte que, comme si on voulait protéger le monde de la contradiction. La contradiction, c'est seulement quand on se contredit. Mais dans la nature, il ne peut pas y avoir de contradiction. Dans le monde, dans l'histoire non plus, dans la foulée, il ne peut pas y avoir de contradiction, etc., etc. Eh bien si, justement, et toute la logique dialectique a été construite pour montrer qu'effectivement, il y avait bel et bien de la contradiction. C'est contradictoire, comme dit Lénine quelque part, et ça n'en existe pas moins. Ce n'est pas parce que c'est contradictoire que ça n'existe pas. Il y a du contradictoire dans le réel, et ce n'est pas pour autant qu'il faut s'en lamenter, il faut s'appuyer sur ces contradictions pour transformer le monde, tout au contraire. Mais ces contradictions, nous ne les inventons pas. Elles existent de par elles-mêmes, elles ont leur propre teneur, en quelque sorte. Alors ça, c'est le premier aspect, et je termine par le second, qui est la question des fins de l'histoire. Donc ça, c'est le 5e tome, qui n'était pas encore paru, quand donc les éditions d'Elga ont posé l'acte héroïque qui a été celui de publier cette somme, difficile à vendre peut-être. Je ne pense pas difficile à lire, mais difficile à vendre. Mais bon, en tout cas, lorsqu'ils ont posé cet acte, il n'y avait pas encore le dernier tome qui s'appelle donc « Fin de l'histoire » avec un S à la fin du mot « fin ». Pourquoi j'ai mis un S à la fin du mot « fin » ? Eh bien parce que je crois que l'histoire de notre époque, c'est l'histoire de l'affrontement de deux fins. Vous avez eu tout le sketch, le gag de Fukuyama à une certaine époque, nous expliquant qu'avec la chute de l'Union soviétique, l'histoire était parvenue à sa fin. C'était la fin de l'histoire, qu'il ne se passerait plus rien d'essentiel, qu'enfin on était parvenu à cette trinité là, de la démocratie libérale, de l'état de droit et du marché, en quelque sorte. On a vu depuis les tours jumelles s'effondrer et quelques autres éléments qui ont montré que ça ne se passait pas si bien que ça et que la contradiction continuait à travailler, à saper, que ce n'était pas parce qu'on ne voulait pas la voir qu'elle n'était plus là, en quelque sorte. Peut-être même, comme les psychanalystes le savent, lorsque l'on dénie le contradictoire, le négatif, l'inconscient pour ce qui concerne le psychique, c'est pas pour ça qu'il est plus faible, au contraire. Il a toute licence pour agir à sa guise, en quelque sorte. Et donc, effectivement, ici, j'ai insisté un petit peu là-dessus. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être que la deuxième fin de l'histoire ? Si vous voulez, au fond, c'est une affaire qu'avait déjà entrevue il y a bien des années un philosophe français qui s'appelait Éric Weil, qui, lui, travaillait déjà un peu sur cette idée de la fin de l'histoire, parce qu'il était contemporain d'Hiroshima. Bon, depuis Hiroshima, l'humanité est capable de se détruire elle-même, en quelque sorte. Jamais elle n'avait eu jusqu'alors la puissance matérielle, technique, etc., scientifique, de s'autodétruire. Maintenant, elle l'a. Et combien plus qu'à l'époque, évidemment, d'Hiroshima, puisque on disait déjà dans les années 80 qu'un échange entre l'Union soviétique de l'époque et les États-Unis de 15% de leur stock d'armes nucléaires suffirait à provoquer, non pas le réchauffement climatique, mais autre joyeuseté, l'hiver nucléaire. L'hiver nucléaire qui conduirait à l'extinction de la vie, ou en tout cas de la vie la plus complexe sur la surface de la Terre. Alors effectivement, au fond, nous l'avons... Mais Weil faisait ce constat et puis ça s'arrêtait un peu là. Je pense qu'en réalité, si vous voulez, il faut prendre ce constat de façon dialectique, précisément. Et là, nous ne sommes plus dans la dialectique de la nature, nous sommes dans le cœur de la dialectique de l'histoire, en quelque sorte. Si vous voulez, il faut concevoir le communisme de nouvelle génération, comme on pourrait dire, puisque on est bien obligé de penser ainsi, vu que la première génération, celle qui est née de la Révolution d'octobre, a largement été défaite. Il reste encore des morceaux importants. On pourrait parler de la Chine, on pourrait parler de Cuba, mais bon, laissons ces choses de côté. Donc, ce communisme de nouvelle génération, sa fonction n'est plus seulement, si l'on peut dire,
de faire la révolution, de liquider l'exploitation de l'homme par l'homme, et ainsi de suite. Mais elle est tout simplement de faire en sorte que l'humanité puisse continuer, que l'humanité puisse se développer, que l'humanité puisse effectivement donc reprendre son souffle, en quelque sorte, puisque le capitalisme risque de la liquider. Et c'est tout simple à saisir. Si l'humanité n'est pas capable, à notre époque, avec en vue près de 10 milliards d'hommes, des moyens techniques colossaux, mais aussi des dérèglements de toutes sortes, d'ordre économique, d'ordre social, d'ordre écologique et ainsi de suite, si l'humanité n'est pas capable effectivement de gérer ces questions-là d'une façon rationnelle, de partager les lumières, de partager un rapport équilibré et sensé aux ressources naturelles, de partager un rapport équilibré aussi, si vous voulez, d'une façon plus générale à la science, au savoir, aux résultats de la science, effectivement, l'avenir est sombre pour elle. Et de différentes manières, elle peut se liquider, soit physiquement, soit, peut-être pas disparaître, mais déchoir et laisser tomber totalement le projet d'être autre chose qu'une espèce vivante et de devenir quelque chose comme une espèce capable de sagesse, si vous voulez. Donc, quelque part, le communisme, à notre époque, devient une question, je dirais, de salut public, pour parler en termes quasi robespierristes. Si vous voulez, ça peut paraître un peu, comment dirais-je, éthéré ce que je dis là, mais nous sommes en plein, au contraire, dans la lutte de classe. Je ne suis pas en train de vous dire que par rapport à ce danger qui pèse sur l'humanité, il faut donc réconcilier tous les êtres humains et faire une espèce de, comment dirais-je, de grand mariage de la carpe et du lapin. Ça, c'est Gorbatchev. Ça, c'était les positions de Gorbatchev dans les années de la perestroïka, quand il disait, cette phrase, il faut la retenir, quand il disait que les valeurs humaines universelles devaient l'emporter sur la lutte de classe. Et que donc, en gros, il fallait que absolument les impérialistes et les communistes s'embrassent, puisque, disait-il, s'il y a une guerre nucléaire, il n'y aura pas de vainqueur, donc entendons-nous, embrassons-nous Folleville, en quelque sorte. Et donc, dans cette perspective-là, ce qu'on appelait la nouvelle pensée politique, il a procédé tout bonnement à la liquidation du marxisme-léninisme, puis du communisme tout court, puis de l'Union soviétique elle-même, effectivement. Et l'humanité n'a pas été plus réconciliée pour autant, bien au contraire, l'impérialisme est devenu le principal maître du monde, avec des dangers encore plus graves. Et à l'époque, si quelqu'un a tenu bon, et je tiens à lui rendre hommage ici sur différents plans, c'est Fidel Castro. C'est quand même extraordinaire, si vous voulez. Vous avez la grande Union soviétique qui a été fissurée, qui a explosé littéralement. Quand je dis la grande, ne serait-ce que par l'étendue, par les moyens, tout simplement. Et la petite Cuba qui est toujours là. Et pourquoi aussi ? En 1989, au moment même où Gorbatchev, donnait le baiser de Judas à Honecker, donc à la RDA, il l'a embrassé sur la bouche pour le 40e anniversaire de la RDA, et quelques jours plus tard, de façon plus ou moins concertée, le mur tombait, et la RDA aussi. Eh bien, à Cuba, il y avait un discours tenu par Castro pour le 30e anniversaire de la révolution cubaine, et ce discours se terminait non pas seulement comme il le faisait d'habitude par l'expression venue de Che Guevara, patria o muerte venceremos, la patrie ou la mort nous vaincrons, mais par socialismo o morir venceremos. Ce qui ne voulait pas seulement dire il faut être capable de se battre et de mourir pour le socialisme, mais qui voulait dire si nous ne sommes pas capables de défendre le socialisme, eh bien c'est la mort qui menace. Le socialisme est plus que jamais l'alternative à l'exterminisme et au capitalisme. Et donc, effectivement, c'était la réponse du berger à la bergère. S'il disait ça, c'était pour répondre à Gorbatchev. C'était pour répondre à l'histoire de la nouvelle pensée qui disait que la lutte des classes n'était plus, à l'ordre du jour, que ce qu'il fallait, c'était l'unité de la civilisation. C'était les mots, à l'époque, utilisés par Gorbatchev sous les applaudissements de tous les communistes, mutants de la planète, pas seulement de notre pays. C'est bel et bien donc un choc entre les deux fins de l'histoire. La fin de l'histoire par, disparition de l'humanité, déchéance de l'humanité sous les guerres impérialistes, sous la fascisation, sous l'extinction des Lumières, ou une fin de l'histoire qui serait une fin de l'histoire par mise en commun des Lumières et donc en réalité par marche vers une société socialiste et communiste de nouvelle génération, tenant compte naturellement, autant que faire se peut, et ça c'est une autre affaire, c'est une autre histoire, et c'est pas l'objet de mon exposé, de ce qui a marché comme de ce qui n'a pas marché dans une première expérience, puisque dans une expérience,
Il y a des choses qui fonctionnent, il y a d'autres qui fonctionnent moins, et c'est pour ça qu'on n'a jamais fini avec l'expérience, quelque part. Donc, me semble-t-il, il faut tenir bon principalement sur ces deux aspects. Bien sûr que dans les 5 tomes de Lumière commune, j'interviens sur beaucoup d'autres questions, sur des questions, disons, esthétiques, sur des questions éthiques et ainsi de suite. Mais comme j'ai un temps limité, une seule heure pour présenter tout ça, je m'en tiens donc à ces deux aspects. Il me semble qu'il y a dans le marxisme une véritable ontologie dialectique qui n'a rien de pré-critique, de pré-kantien, qui est au contraire accordée aux résultats scientifiques contemporains et à l'histoire de la philosophie dans ce qu'elle a de plus vigoureux, et qu'il faut bien donc marcher sur ces deux jambes quand on veut la reconstituer, cette dialectique de la nature. Je ne dis pas qu'il faut simplement répéter ce qu'a écrit Engels à la fin du XIXe siècle. Personne n'a jamais dit ça, à commencer par Engels, qui disait que chaque fois qu'il y avait une découverte scientifique faisant époque, le marxisme devait changer de forme. Donc la position d'Engels n'était absolument pas dogmatique. Il appelait lui-même à des transformations de cette dialectique de la nature que lui-même avait le sentiment d'esquisser ou d'ébaucher simplement à ce moment-là. Mais c'est la ligne qui m'importe, c'est le fil rouge, comme on disait tout à l'heure. C'est ce fil rouge qu'il ne faut pas laisser casser, c'est ces braises qu'il ne faut pas se laisser éteindre, en quelque sorte. Du côté scientifique, quand on regarde notamment les évolutions qui ont été faites, et notamment dans mon tome 3, celui auquel je tiens peut-être le plus dans ces 5 volumes, j'essaie de voir comment dans le domaine en particulier des sciences physiques et cosmophysiques, je les appelle les sciences cosmophysiques, tant la cosmologie et la physique des particules aujourd'hui sont étroitement unies. Quand on voit ce qui se passe aussi du côté de la biologie, par exemple, on s'aperçoit qu'effectivement, la formule d'Engels qui disait « dans la nature, en dernière analyse, les choses ne se passent pas métaphysiquement, mais elles se passent dialectiquement », cette formule n'était pas simplement une espèce de plaquage de conception dogmatique qui sortait de la tête d'Engels et qu'il balançait sur les choses. Un dernier point tout de même, parce que, si vous voulez, bien souvent, c'est cela qui m'est le plus souvent objecté. Donc, à l'époque du marxisme triomphant, ou de ceux qui, à l'époque, se présentaient comme le marxisme triomphant, c'est-à-dire principalement les années 45, 50, 60, etc., on avait quelquefois tendance effectivement à glisser, et c'est une réalité, ça n'a pas aidé du tout le marxisme, vers le dogmatisme. On comprenait, à mon avis, de façon déviée, de façon fausse, mais c'est toujours difficile de comprendre les choses du premier coup, l'idée que la philosophie marxiste était scientifique. Quand on dit qu'elle est scientifique, ou quand chez Engels apparaît quelquefois cette expression, c'est toujours avec l'idée qu'en même temps, elle n'est pas séparable des sciences. Que ça ne doit pas être une science des sciences au-dessus des sciences, qu'il ne s'agit pas donc d'ériger une sorte de canon, si vous voulez, des catégories marxistes-léninistes ou matérialistes dialectiques, et puis après de regarder à partir de ce canon si, par exemple, les résultats de tel cosmologiste ou de tel chimiste ou de tel biologiste cadrent avec ce qu'a dit le marxisme, et si ça ne cadre pas, hérésie, en quelque sorte, comme dans les religions, et à partir de là, on rejette, et vous le savez, en Union soviétique, on a eu des faux pas de ce côté-là, pour le moins, avec l'affaire Lysenko ou des affaires de ce genre. Où on a donc dit qu'en gros, il y avait une science prolétarienne et une science bourgeoise, et que c'est pas en cet esprit-là que le marxisme travaille l'idée d'une philosophie scientifique. Le mot scientifique, il faut le prendre au sens quasi étymologique du terme. Scientificus, qui fait de la science, qui produit de la science. Il y a des positions philosophiques qui produisent de la science, et il y en a d'autres qui y sont opposées. Si vous voulez, on peut le trouver cela à toutes les époques dans l'histoire de la philosophie. Lorsque, si vous voulez, par exemple, à son époque, Descartes, qui lui aussi s'avançait masqué comme nous, puisque c'était sa devise, ça me fait penser à ça au passage, je le signale, pour Larvatus prodeo, je m'avance masqué, c'était la devise de Descartes. Mais lui, c'était pour des raisons aussi de prudence politique, je dirais, idéologique et politique. Lorsque Descartes, par exemple, niait qu'il y ait, séparer le monde de façon très dualiste entre, d'un côté, la pensée, de l'autre, la matière étendue, c'était une position qui était instable, contradictoire pour son époque. Elle faisait avancer la science d'un certain point de vue,
parce que du coup, dans le domaine, disons, de la physique, dans le domaine des mathématiques, dans le domaine, etc., de la mécanique, eh bien, du même coup, on pouvait avoir une conception purement physique, géométrique de la matière, et chasser toute idée d'âme, toute idée d'animisme, toute idée que dans les choses se cacherait je ne sais quelle âme des végétaux, bon, etc. Et donc là, ça faisait avancer effectivement la science. Et puis de l'autre côté, bien entendu, quand avec la même vigueur, il exprimait l'idée que l'esprit était purement spirituel, justement, et que donc il séparait quelque part la matière de l'esprit, même si après, avec quelques acrobaties, il arrivait à les réunir. Eh bien, là, par contre, évidemment, ça pouvait produire pour la suite un blocage considérable des sciences neurologiques, psychologiques et ainsi de suite. Bon, la question est donc de savoir toujours si une position philosophique est susceptible de faire avancer ou pas l'étude des choses, l'étude concrète et l'étude scientifique des choses, et par conséquent, si vous voulez, dire qu'un point de vue philosophique et scientifique ne signifie nullement que ce point de vue scientifique donne lieu à une philosophie qui elle-même serait une science générale, surplombant les autres et, disons, leur donnant le là, en quelque sorte, leur permettant de dire par là c'est bon, par là c'est mauvais, etc. Bon, je pense qu'on peut quand même sortir d'une conception dogmatique du marxisme sans tomber dans une conception, comment dirais-je, complètement déliquescente, complètement raplapla, liquide et liquéfié du marxisme, et qu'on peut donc produire raisonnablement ce que j'appellerais un matérialisme dialectique de nouvelle génération. Ça ne veut pas dire renoncer aux premières générations. La première, c'est Héraclite. La deuxième, c'est, pour aller vite, Marx Engels. Mais à notre époque, on doit pouvoir construire un matérialisme dialectique de nouvelle génération parce que les sciences vont de plus en plus loin ici dans les développements. J'ai écrit, non, je ne l'ai peut-être pas écrit là, une phrase, là peut-être il faudrait que je la retrouve, d'un physicien contemporain qui s'appelle Gilles Cohen-Tannoudji. Gilles Cohen-Tannoudji, je crois savoir que c'est le frère d'un autre Cohen-Tannoudji qui a eu un prix Nobel, me semble-t-il, et c'est un physicien des particules. Et voilà ce qu'il écrit dans un livre qui s'appelle La flèche du temps. Je termine là-dessus. Il écrit « La représentation de l'univers que les modèles standards de la cosmologie et de la physique des particules concourent à nous offrir est celle d'un univers en évolution, en devenir, depuis une phase primordiale où toutes les interactions, là c'est un lapsus de ma part, toutes les interactions et toutes les particules étaient unifiées, à l'état dans lequel il se laisse observer aujourd'hui, en passant par toute une série de transitions de phases, le mot est important, dans le vocabulaire d'Engels et à son époque, on aurait plutôt dit de sauts qualitatifs, où les interactions se différencient, les symétries se brisent, les structures se forment, de nouveaux états de la matière se forment. Comment ne pas voir qu'en réalité se développe sous nos yeux effectivement une nouvelle ontologie diamatérialiste, dialectique et matérialiste, que ce ne sont pas les marxistes qui l'inventent, les marxistes ont tout simplement à la découvrir, à la montrer, à la révéler, à en suivre la piste, en lisant les revues scientifiques. C'est ce que j'ai essayé de faire. Alors attention, en prenant 1000 risques, parce que je ne suis qu'un philosophe et je n'ai pas de compétences universelles. Ce type de travail, il faudrait, en toute logique, si on était dans un pays socialiste, si on avait les forces de faire les choses comme il faut, que ce soit entrepris par des dizaines et des dizaines de gens travaillant ensemble, en collectif. Mais bon, nous sommes dans la situation où nous sommes. Et en tant que militant, je me bats avec les moyens que j'ai à un moment donné. Et si je commets des bévues et si je dis des choses naïves, forcément quelque part là-dedans, je pense que des marxistes fraternels ne doivent pas me tomber dessus, mais m'aider, au contraire. C'est un chantier. Et dans un chantier, les ouvriers, quand ils laissent tomber leur marteau, ils le tendent au type qui était en haut et ils aident à reconstruire, en quelque sorte. Donc, si vous voulez, nous avons véritablement cet élan qui se produit. Juste un mot pour finir pour du bon. C'est an dernier, le mot ontologie scientifique est apparu sous la plume, non pas du tout de marxistes, mais de gens qui ne savent peut-être même pas qu'il y a une dialectique de la nature d'Engels et que toutes ces choses-là ont été écrites avant eux, si vous voulez.
Je pense à des scientifiques du CEA à Grenoble, de femmes, qui disent qu'effectivement, bon, il faut sortir des conceptions purement gnoséologiques, etc. Bon, il faut des conceptions ontologiques de la physique, notamment de la physique quantique. Bon, ou à des physiciens et mathématiciens d'Oxford qui vont tout à fait dans le même sens en se heurtant de façon frontale. Et tout ça paraît dans des revues comme La Recherche ou comme... c'est pas des revues, disons, secondaires, hein, en quelque sorte. Où ces gens, donc, nous disent, bon, ben voilà, il y a une espèce d'ontologie de la nature là, qui est en train de se reformer. Bien entendu, notre travail n'est pas de prendre ça en vrac. Hein, là-dedans, il y a forcément des scories, là-dedans, il y a forcément des fausses pistes, etc., des tas de choses comme ça. Mais en tout cas, ça serait bête de la part des progressistes, des amis des Lumières communes, que de ne pas voir tout cet élan qui se fait bien souvent en dehors d'eux, sans qu'eux-mêmes le sachent, sans que les marxistes sachent qu'il y a de la dialectique de la nature qui se fabrique à jet continu dans les sciences, et qu'en sens inverse, eh bien, les scientifiques, soit comme M. Jourdain, qui faisait de la prose sans le savoir, et qui fasse eux-mêmes de la dialectique de la nature et du matérialisme dialectique sans le savoir. Si les deux étaient parfaitement conscients de ce qu'ils sont en train de faire, il y aurait une alliance possible. Et si cette alliance se faisait entre les philosophes et les scientifiques, alors là, il y aurait une chance, surtout si les deux ensemble tendent la main au monde ouvrier, au monde du travail, en train de résister à ce broyeur du capitalisme, il y aurait une chance pour qu'effectivement le rapport des forces ne soit plus le même et que par conséquent la contre-attaque des Lumières communes ait lieu et que donc petit à petit, si je puis dire, renaissent les lucioles chères à Pasolini. Voilà, bon, je m'arrête là-dessus. Georges, tu as insisté énormément, en fait, c'était l'axe central de ton discours, sur le retour à l'ontologie, en quelque sorte. Bon. Dirais-tu qu'il est indispensable de restituer à la philosophie marxiste une ontologie, enfin, un rapport, un discours sur l'être, indispensable, parce que un siècle de marxisme a montré que très nombreux étaient les auteurs qui ont affirmé, parfois de manière très virulente, que la méthode suffisait, que la théorie de la connaissance suffisait, que pour d'autres, j'en connais, même dans cette salle, que la praxis non seulement l'emportait, mais pour certains même suffisait. Bon. Et accessoirement, c'est une question, on va dire, à la mode, parce que Spinoza est en train de revenir en force, mais il a occupé pendant ce siècle de marxisme dont je parle une certaine place parmi des auteurs marxistes qui ont tenté la même recherche que toi. Donc, dans cette recherche d'une ontologie du matérialisme dialectique, quelle place, toi, tu accordes à Spinoza ? Marx avait fait le choix de biffer ce géant de l'histoire de la philosophie de ses travaux, bon, pour des raisons qui m'échappent en partie. Mais bon, d'autres ont tenté aussi de se diriger sur ce même chemin vers les sciences, ce que tu fais, vers une analyse universaliste pratiquement des théories des sciences. Mais, par exemple, quelqu'un comme Badiou, voilà, qui rapproche ontologie des mathématiques et tout. Est-ce que tu sens une proximité avec lui ? C'est pas du tout une question piège, hein, c'est vraiment de la curiosité. Je ne cherche pas à attiser ou créer des polémiques, mais c'est vraiment par pur intérêt intellectuel, disons. Voilà, ça c'était ma question. Par rapport à la question posée par Rémi, ou plutôt à la série de questions, mais elles sont liées entre elles, effectivement. Il me semble en effet que cette question du retour à l'ontologie doit être approfondie. Peut-être que quelquefois ici je tords un peu le bâton en sens inverse de ce qui se fait d'ordinaire. Bon, je n'ai jamais dit naturellement qu'il ne fallait pas s'intéresser à la philosophie de la praxis, ni à la théorie de la connaissance, ni à tout cela, bien entendu.
Mais simplement, bon, comme il y a eu depuis des décennies une sorte de tir de barrage sur l'ontologie proprement dite, c'est cet aspect-là que je défends. On est toujours dans une intervention datée, située. Je n'interviens pas comme ça sur le marxisme d'une façon complètement éthérée. Et donc, c'est un peu une habitude que j'ai. Peut-être elle n'est pas simplement mise en place sur le terrain théorique, elle est aussi sur le terrain politique. On va au dur, on va à l'endroit où c'est le plus chaud, si vous voulez, je pense, quand on est marxiste. Donc, comme en Europe, en Occident, effectivement, c'est cette question de l'ontologie qui est la plus déniée. Il me semble que c'est là qu'il faut se porter en priorité. Ça ne veut absolument pas dire, bien sûr, que les autres dimensions, pas les autres parties, les autres dimensions du marxisme, si on voulait regarder les choses de près, comme dans n'importe quelle philosophie, il n'y a pas l'ontologie, la gnoséologie, l'anthropologie, etc., etc. Toutes ces choses viennent en même temps d'une façon ou d'une autre. Ce sont des dimensions. Mais ces dimensions, eh bien, elles seraient déstabilisées s'il n'y avait pas aussi la dimension, me semble-t-il, ontologique. Et c'est ce qui s'est passé fondamentalement, parce que tout simplement, depuis bon nombre d'années, l'adversaire a attaqué là-dessus. Peut-être aussi il a profité des faiblesses qui avaient été manifestées par le marxisme dans une période où le dogmatisme a pu sévir, naturellement. Bon, si on fait des erreurs gravissimes et qu'à certains moments, au nom de la science marxiste posée comme une sorte d'hypostase indiscutable, on en arrive à rejeter la physique quantique ou à rejeter l'idée même du Big Bang parce que c'est soi-disant créationniste et d'autres choses de ce genre, ou la psychanalyse, c'est un boulevard qu'on ouvre à l'adversaire qui n'a plus qu'à dire effectivement, vous voyez bien en réalité le marxisme, c'est pas les Lumières, c'est l'obscurantisme. Donc de ça, il faut effectivement peut-être se défier. Mais cette ontologie dont je parle, effectivement, elle n'est pas appuyée sur une espèce de récitation de ce qu'a pu écrire Engels, de ce qu'ont pu écrire par la suite Lénine ou d'autres, ou Mao, par exemple. Elle est appuyée sur la nécessité, à partir des indications qu'ils ont données, mais un petit peu comme quand on lit une boussole, qui indique évidemment des directions, des pistes à suivre, et pas plus que ça, bien souvent. Et alors, ici, méthode, ontologie. Oui, bien sûr, certains ont dit, en fait, en gros, le marxisme ne contient pas de véritable ontologie, contient seulement une méthode, c'est-à-dire une façon d'aborder les problèmes, en quelque sorte. C'est vrai qu'on peut penser les choses comme ça, que ça ne serait pas d'ailleurs totalement dramatique à mes yeux. Si, on peut faire de la bonne méthodologie aussi sans avoir forcément toujours un arrière-plan immédiatement ontologique. Mais si on regarde les choses de plus près, on s'aperçoit quand même que la grande méthode en question, c'est quand même ce que nous avons hérité de Hegel, et que Hegel a cessé d'insister sur le fait que ce qu'il appelle la méthode, elle-même, est absolument indissociable de l'étude du contenu. Et donc il n'a pas le point de vue qui était celui de Descartes, où en quelque sorte, Descartes essaye de fonder une méthode, et ensuite quand il a une méthode, il se tourne vers les choses, et il essaye effectivement de les aborder toujours avec cette méthode-là. Eh bien non, parce que la méthode elle-même doit être fonction de l'objet. Et dire cela, c'est une bonne chose pour la méthodologie elle-même, parce que ça fait comprendre, et je pense que les personnes ici qui sont des scientifiques de profession le savent, que ce n'est pas la méthodologie qui crée l'objet, c'est en fonction de l'objet qu'il faut. Relisez par exemple Claude Bernard, parlant de l'introduction à la médecine expérimentale, il nous explique bien qu'on n'étudie pas le vivant comme on étudie, si vous voulez, des objets purement mécaniques. Et que, donc on a affaire ici à une méthodologie différente, parce que l'objet lui-même est différent. Et que, donc il ne peut pas y avoir de méthode qui soit pure, en quelque sorte. Sinon, effectivement, on va retomber dans les conceptions qui peuvent être issues d'un certain criticisme, et du coup, on va avoir une méthode critique qui ne sera pas si critique que cela, qui sera en quelque sorte un petit peu passe-partout. Alors que je vous le rappelle tout de même, les marxistes, enfin on peut en citer deux, au moins Marx et Lénine, ont dit le contraire. Marx disait que, au fond, ce qu'il souhaitait, c'était étudier la logique spéciale de l'objet spécial. Et Lénine, vous connaissez tous la phrase, mais elle est récitée par cœur et souvent sans qu'on la comprenne, qui disait que c'était l'analyse concrète d'une situation concrète. Mais c'est aussi parce qu'ils sont ontologistes. Enfin, entendez-moi bien, parce que justement, ils ont conscience
qu'on n'étudie pas le mouvement de la société de la même façon que le mouvement du vivant ou de telle autre partie, de tel autre compartiment de la réalité. Donc je dirais qu'un peu de méthodologisme éloigne de l'ontologie, mais que beaucoup en rapprochent d'une certaine façon. Évidemment, alors après, tu posais la question de Spinoza. Et bon, tu as bien raison. Alors moi, dans mon livre, je suis un amateur forcené de Spinoza et un lecteur impénitent de Spinoza. Et il me semble qu'en fait, alors je ne sais pas si Marx était si rétif que ça à Spinoza, pas Engels en tout cas, puisqu'on trouve chez Engels effectivement des références très positives à Spinoza, mais en tout cas, quand on lit l'introduction de Marx écrite en 1857 sur la méthode de l'économie politique, bon, ça je pense que c'est effectivement quelque chose qui doit nous être commun, doit être un legs commun, on s'aperçoit qu'en fait, les conceptions de Spinoza, elles sont quand même très présentes dans la manière dont Marx conçoit la connaissance. Parce qu'en réalité, et là je me rapproche un peu, je fais une passerelle avec la question de la dialecticité, si vous voulez, on se rend compte qu'en fait, il y a deux dialectiques qui sont en quelque sorte, je dirais, parallèles l'une à l'autre, qu'il ne faut pas confondre, qui de temps en temps, effectivement, alors là, c'est pas très conforme à mon image des parallèles, mais enfin, se lancent des échanges entre elles, quoi, un petit peu, quoi, sont en phase, je dirais plutôt, c'est comme ça, résonnent en phase, si l'on peut dire. Alors, c'est la dialectique de l'objet lui-même, et c'est la dialectique de la connaissance de l'objet. Il ne faut pas les confondre l'une et l'autre. Si on les confond, ça donne lieu à ce qui est très courant dans l'idéalisme, c'est-à-dire que lorsqu'on a appris à maîtriser la connaissance d'un objet par la production d'un certain nombre de concepts, on croit que ces concepts sont eux-mêmes les choses, que les concepts sont les choses. Et c'est une illusion finalement naïve. Alors on a de grands philosophes qui produisent des choses extraordinairement sophistiquées et critiques du point de vue de l'agencement des concepts entre eux, et après, quelquefois, on a l'impression que on est chez Harry Potter, je dirais presque. C'est-à-dire que le réel va sortir de ça. Et Marx insiste sans arrêt sur le fait qu'il s'agit de deux ordres différents. Par exemple, que l'ordre de production du réel n'est pas l'ordre de production des connaissances. Les choses se produisent... Si vous étudiez l'évolution des espèces, vous n'allez pas nécessairement passer par les mêmes phases dans l'étude de l'évolution des espèces, loin s'en faut, que celles qui se sont succédées réellement entre, je ne sais pas moi, les protistes et pour finir, les êtres très complexes que nous connaissons actuellement. Mais en même temps, alors donc là on serait sur la fameuse phrase de Spinoza que tout le monde connaît, qui est très belle, qui est cinglante en même temps, c'est le concept de chien n'aboie pas. Le concept de chien n'aboie pas, c'est-à-dire le concept, c'est jamais la chose. C'est pas parce qu'on va bricoler pendant 100 000 ans un concept qu'un jour il va coïncider avec la chose. Un concept, c'est un concept, c'est pas la chose elle-même, en quelque sorte. C'est le concept de la chose. C'est la connaissance de la chose. Donc les deux ordres restent de toute façon toujours distincts, différents. C'est ce que traduit, d'une manière qui généralement n'est pas comprise, la notion de reflet. La notion de reflet dans le marxisme, ça ne veut pas dire que la connaissance est une espèce de, comment dirais-je, photographie passive du réel, comme si d'ailleurs les photographies étaient si passives que ça, soit dit en passant. Mais donc, en réalité, ça veut dire, vous ne passez jamais à travers le miroir, sauf dans Alice au Pays des Merveilles, et encore pour le plaisir de Lewis Carroll. Mais on ne passe pas à travers le miroir, et le miroir est toujours distinct de l'objet qu'il reflète. En même temps, et c'est là que c'est intéressant justement, il y a, je dirais, des courts-circuits. Je ne sais pas quelle image il faudrait employer pour bien montrer que, par moment, effectivement, ces deux niveaux s'accrochent l'un à l'autre. Parce que ce qui est très subtil chez Marx, c'est que quand il aborde la théorie du reflet, donc qui se tient au niveau de la connaissance proprement dite, je fais des gestes là un petit peu pour montrer la différence des deux niveaux, eh bien il montre que la connaissance, elle procède souvent, et c'est le cas à l'économie, à partir d'abord d'une sorte de collectage, disons, de données empiriques, comme a fait Vauban au XVIIe siècle, comme a fait Quesnay, etc., comme ont fait ces gens-là. Ensuite, ils construisent des abstractions très générales, donc on sort avec des concepts tels que production, consommation, répartition, circulation, etc., etc. Mais ce n'est pas encore la connaissance. Marx nous dit ça, ce n'est pas encore la connaissance.
Et la connaissance, on la produit réellement lorsque, par l'agencement de ces concepts, on finit par reproduire le concret par le moyen de la pensée, dit-il, et qu'on produit ce qu'il appelle un concret de pensée, une pensée concrète. Et c'est d'ailleurs ce que dit Lénine quand il dit l'analyse concrète de la situation concrète, ou Marx quand il dit la logique spéciale de l'objet spécial. C'est toujours dans la tête, hein. Ce concret qu'on produit dans la tête, lorsque par exemple, à partir de l'étude de toutes ces abstractions, mais mises en mouvement, rapprochées les unes des autres et dialectisées, on arrive à reproduire le mouvement de la société capitaliste et à en produire les grands traits, hein, et donc à produire une connaissance concrète ou plus concrète, et plus encore quand on étudie telle ou telle société, que ce soit la Chine, la France, l'Europe, peu importe, hein, ici, on a produit donc un concret de pensée. Alors vous voyez, c'est curieux, puisque d'habitude, le concret, on le met au niveau des choses. L'abstrait, c'est pour l'esprit. Le concret, c'est pour les choses. En réalité, la pensée peut produire du concret de pensée, qui n'est pas encore les choses. Mais Marx ajoute aussitôt, et là nous rebondissons sur l'exemple de l'argent ou de l'or, que le même processus a lieu de l'autre côté. C'est-à-dire que dans le réel, du côté du réel, comme dirait quasiment mon ami Marcel Proust, si vous voulez, hein, bon, du côté du réel, en quelque sorte, eh bien l'abstraction aussi prend vie. C'est-à-dire qu'il y a dans le mouvement même du réel des objets qui sont singuliers, comme n'importe quel objet, tout objet est singulier, comme ça, etc. Bref, cet objet-là n'est pas celui qui est là-bas, et ainsi de suite. Bon, eh bien ces objets peuvent prendre la forme, disons, d'objets réels, physiques, empiriques, je dirais presque, et porteurs pour autant de généralité, résumant la généralité des autres objets. Et c'est le cas de l'argent, par exemple. Hein, c'est le cas de l'argent ou de l'or, si on préfère parler comme Héraclite, peut-être parce qu'à son époque, on se servait plus d'un métal que de l'autre. Quoi qu'il en soit, si vous voulez, quand on a affaire à ce genre de choses, on peut saisir pourquoi il y a des possibilités de raccrochement. S'il n'y avait pas dans le réel la production d'objets, en quelque sorte, quelque peu porteurs de généralité, d'abstraction réelle, d'abstraction physique, la science ne pourrait pas mordre sur quelque chose qui puisse effectivement ensuite être étudié par elle et devenir donc un objet véritablement épistémologique. Je veux dire par exemple que si vous voulez, s'il est plus facile de produire une théorie de l'économie politique au XVIIIe, au XIXe ou au XXe siècle que ça n'a été possible dans l'Antiquité grecque, c'est aussi parce que les formes de développement du marché dans la période moderne, donc de l'argent et du capital, ont été beaucoup plus loin qu'elles n'ont été dans l'Antiquité. Hein, Aristote évoque la monnaie, mais bon, il écrit quelques pages là-dessus, ça s'arrête vite, si vous voulez. Et pourquoi aussi ? Parce que par exemple, à l'époque d'Aristote, eh bien, le travail, c'est le travail servile, pour l'essentiel. Et ce travail servile, ce n'est pas le marché du travail du tout tel que nous le connaissons aujourd'hui. Les objets concrets de l'étude de l'économiste de l'époque font défaut. L'économie reste encore une science largement privée. D'ailleurs, le mot économie l'indique bien, puisque c'est la loi de la maison, la façon de régir la maison. Oikos, c'est la maison en grec, la loi de la maison. À notre époque, c'est plus la loi de la maison. Hein. La maison a volé un éclat et c'est le marché mondial, quelque part. Donc vous voyez, ce que je veux dire ici, c'est que c'est compliqué. Certes, ça c'est ce que j'étudie surtout dans le tome 2 de ce livre. La théorie du reflet chez Marx est diablement compliquée. Elle est très complexe, elle est fine, elle est difficile. C'est un grand philosophe, Marx. Et Engels aussi. Et bon, on ne peut pas, comme beaucoup de gens le font, les balayer d'un revers de manche en disant le reflet, c'est naïf, hein, c'est une croyance naïve. Lisez de près l'introduction de 1857 de Marx sur la méthodologie de l'économie, vous allez voir si c'est facile. Hein, voilà, ça c'est. Donc, pour moi, la théorie marxiste de la connaissance comporte, que Marx en soit conscient ou pas, au fond, je dirais presque ici que en tant que philosophe général, ça m'est un peu égal. Marx est plutôt... en tout cas, Engels, lui, cite souvent Spinoza, et notamment la fameuse phrase qui dit que toute détermination est négation, hein, qu'on trouve chez Spinoza, et qui est une phrase diablement intéressante d'un point de vue ontologique, surtout quand on sait qu'elle se rapporte, qu'elle est prononcée dans une lettre qui porte sur la géométrie, hein, et sur les figures, sur les surfaces, très exactement. Bon,
Donc voilà sur ce point. Alors je suis trop long, je suis désolé, excusez-moi, mais la question est un peu compliquée quand même, elle n'est pas si simple à traiter. Sur encore une chose, si vous voulez, sur l'ontologie, je dirais qu'en fait, de toute façon, on n'a pas le choix. On a tous une ontologie, d'une manière ou d'une autre. La seule question est de savoir si elle est critique ou si elle est naïve. C'est un philosophe québécois qui s'appelle, malheureusement pour lui, M. Filion, mais ça ne s'écrit pas de la même façon que le personnage que vous connaissez, F-I-L-I-O-N, un spécialiste de Hegel et de l'encyclopédie des sciences philosophiques de Hegel. C'est donc Jean-François Fillon qui a bien insisté là-dessus en disant mais les gens qui, un peu dans la foulée ou dans la lignée de Kant ou d'Auguste Comte, qui de ce point de vue-là est aussi quelqu'un qui dit qu'on ne peut pas connaître le fond des choses, qu'on ne peut connaître que le phénomène, etc. Ces gens qui disent cela, ils ont aussi une ontologie. C'est l'ontologie de l'ineffable. C'est-à-dire l'ontologie selon laquelle, effectivement, il y a bien de l'être, mais cet être, on ne peut pas savoir ce qu'il est, il est mystérieux. À jamais, il sera silencieux et quelque part. Si vous avez lu Le nom de la rose de Umberto Eco, eh bien vous voyez que, justement, c'est cette ontologie-là qui se dégage en réalité à travers tout ce roman, puisque, au fond, le moinillon qui a couché une fois dans sa vie avec une jeune fille qui a failli passer vive sur le bûcher, n'a jamais su le nom de la rose. Il le dit à la fin, ça s'écrit comme ça, et c'est la métaphore de l'être. On ne peut pas savoir le nom de l'être. On ne peut pas savoir en réalité le nom de Dieu. Et c'est toute la théologie négative qui est là derrière. Donc il y a toujours de l'ontologie. Simplement, est-ce qu'on le sait ou est-ce qu'on ne le sait pas ? Et moi, je préfère qu'on le sache. Et à partir du moment où on le sait, on peut être justement, comment dirais-je, critique. Et on peut prendre cette ontologie, je dirais, un peu avec des pincettes. Sinon, on se laisse imposer l'ontologie des autres. Et en ce moment, mais oui, il y en a de l'ontologie. Et comment ? Et elle coule à gros bouillon, avec le retour des fondamentalismes religieux de toutes sortes à l'échelle planétaire. Alors, bon, j'ai bien conscience que tout ça va trop vite. Sur Badiou, moi j'ai toujours apprécié les efforts de Badiou sur le terrain ontologique, sur le terrain de l'ontologie des maths en particulier. J'avoue franchement ne pas avoir le niveau de toujours comprendre ce qu'il écrit. Voilà, bon, chacun a ses limites et personne n'est omniscient, et c'est mon cas en tout cas. J'apprécie moins Badiou, comment dirais-je, actuel, le Badiou actuel, disons, sur le terrain politico-stratégique, en quelque sorte. Je n'apprécie pas la façon dont il élimine trop rapidement la question, par exemple, de la sortie de l'Union européenne ou la question du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la question des nations. Mais bon, là, si vous voulez, en fait, on peut très bien être alliés sur un terrain donné et se combattre sur un autre. Les fronts philosophiques ne sont pas, comment dirais-je, d'un seul tenant. Je vous rappelle une chose tout à fait curieuse. Par exemple, Dieu sait si les mencheviks et les bolcheviks se sont disputés entre eux avant la Révolution d'octobre. Et donc, le chef de file idéologique des mencheviks, en gros, c'était Plekhanov. Georges Plekhanov, un auteur qu'il faut relire d'ailleurs, et qui est loin d'être le personnage grossier, théoriquement, que l'on vous présente souvent. C'est très fin, Plekhanov. Ça m'a vraiment surpris quand je l'ai lu. Mais enfin, bon, peu importe. Et puis, d'un autre côté, vous aviez effectivement Lénine. Lénine et Plekhanov, qui se combattaient copieusement sur le terrain politique, sur le terrain philosophique, ils avaient des positions, je dirais, convergentes, notamment sur la défense du matérialisme, alors que des bolcheviks proches de Lénine sur le terrain politique, du point de vue de Lénine en tout cas, déviaient totalement sur des questions philosophiques. Eh bien, mais qu'importe. C'est pour ça que je dis peut-être ici, il y a des gens, moi je suis au PRCF, il y a des gens qui peuvent être ici complètement opposés au PRCF sur des questions politiques, mais si nous voulons défendre les lumières communes et le matérialisme dialectique, sur ce point-là, nous devons converger sans le moindre sectarisme. C'est stupide. D'ailleurs, on n'en a pas les moyens, en quelque sorte, à l'heure actuelle. En tout cas, dans les pays comme les nôtres. Alors, je viens à la deuxième question, rapidement, excusez-moi si j'ai répondu peut-être superficiellement. Donc, la deuxième question, sur Cuba, la Chine, etc. Alors, oui, là, il faudrait tout un développement. Si j'étais ici présent en tant que secrétaire national du PRCF, je vous apporterai une réponse très approfondie sur ce sujet, parce que nous avons quand même travaillé sur cette question. Nous défendons effectivement la Chine populaire par rapport à toute la tentative d'encerclement dont elle est l'objet de la part de l'impérialisme des États-Unis. On le voit bien aujourd'hui. Donc
qu'on ne compte pas sur nous pour hurler avec Trump et compagnie et diaboliser la Chine comme on le fait sans arrêt. En Chine, il y a certainement des tas de gens, des tas de philosophes qui défendent le marxisme-léninisme et qui développent le matérialisme dialectique. Alors, bon, le problème, c'est que moi, je ne parle pas chinois, c'est un obstacle majeur, hein, que donc là, il y aurait sans doute tout un effort à faire pour ces questions-là. Mais c'est pareil que pour les philosophes soviétiques. Cet effort-là, moi, je l'ai fait pour les philosophes soviétiques. Il y a des philosophes soviétiques, et oui, c'est ça qui est le plus extraordinaire. Ce que je veux dire, c'est qu'on dirait qu'il n'y en a jamais eu. Si vous voulez, lorsque j'étais étudiant, une fois, il est arrivé qu'un philosophe venu du RSS, ça devait être en 71 et en 72, vienne à la faculté des lettres de Nice où j'étais. Et donc il y avait beaucoup d'étudiants de philo qui étaient là, et il n'a eu que des questions vaches, des ricanements, de l'hostilité, et même l'université qui l'avait invité l'a, de mon point de vue, maltraité, hein, je dirais. Bon. Je me suis d'ailleurs senti, c'est la première fois de ma vie que je me sentais si proche d'un soviétique, du coup. Je dirais presque par rébellion, hein, contre cette maltraitance, en quelque sorte. Puis ensuite, j'ai lu le bouquin de Bernard Jeux qui s'intitule « La philosophie soviétique et l'Occident », et je me suis rendu compte qu'il y avait une pensée philosophique extrêmement intéressante, même si elle se tenait sur le terrain du marxisme. C'est vrai que tous ces gens se disaient marxistes, mais comme au Moyen-Âge, si vous voulez, je fais une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, dans nos pays, tout le monde se réclamait du christianisme, et ça n'a pas empêché la floraison de pensée scolastique, au bon sens du terme, d'ailleurs, à l'époque, extrêmement fine et même intéressante encore pour aujourd'hui. Ou dans les pays arabes, où on se référait à l'islam, et ça n'empêchait pas des géants de la pensée comme Averroès, par exemple, si vous voulez. Bon, donc, moi, je ne demande pas mieux. Seulement, je suis en France en 2020 et dans un certain climat philosophique, politique, etc., dans lequel les mots marxisme-léninisme, matérialisme dialectique, dialectique de la nature, ontologie marxiste et ainsi de suite sont diabolisés, ringardisés. Bon, eh ben, voilà, je me bats sur ce front parce que c'est celui que je maîtrise un petit peu et à partir de la philosophie principalement de langue francophone, un peu allemande parce que je trouve, j'arrive à comprendre un peu l'allemand, bon, un peu l'anglais par-ci par-là, mais c'est déjà plus difficile pour moi. Le chinois, bon, je ne connais pas. Par contre, si vous voulez, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, je pense que du point de vue de l'ontologie, je n'entrerai pas dans les questions de savoir si le socialisme cubain doit s'orienter vers le socialisme à la chinoise ou pas, c'est pas le lieu, si vous voulez. Mais quand je relis le texte de Mao Tse-tung sur la contradiction, c'est un texte extrêmement intéressant du point de vue de l'ontologie marxiste. Il n'a pas perdu son actualité, me semble-t-il. Et ça ne veut pas dire que je sois d'accord avec tout. Par exemple, monsieur là-bas tout à l'heure parlait de Lucien Sèvres. Lucien Sèvres, je ne serais pas d'accord avec lui sur toute une série de questions d'ordre principalement politique. Il le sait, on s'est connus, on s'est fréquentés, c'était quelqu'un que j'aimais bien par ailleurs, hein, individuellement. Mais ça n'empêche pas que sur le plan, disons, du travail qu'il a pu faire sur les catégories marxistes, dans ce livre, je le cite abondamment et j'essaye de reprendre pas mal de choses qu'il a pu développer. Je pense que notre principal problème sur le terrain philosophique, c'est d'éviter le sectarisme, hein, quelque part, et de retrouver effectivement cette sorte de capacité intercourant, en quelque sorte, à collaborer pour défendre les lumières communes, donc vous voyez bien où ça va, et derrière elle, le matérialisme dialectique. Alors bienvenue aux philosophes chinois, s'ils peuvent se faire traduire un petit peu plus en France, ça sera mieux pour moi en tout cas que d'avoir à apprendre le chinois avant de trépasser, si vous voulez. Ensuite, effectivement, donc, monsieur a parlé plus directement de la dialecticité. Je voudrais dire que, de mon point de vue, il y a bien deux choses à distinguer. Il y a une dialecticité incontestable de la connaissance et de l'histoire des sciences. Notamment, bon, il faut voir comment joue de façon, comment dirais-je, large, beaucoup plus large qu'on ne croit, le principe de la négation dans le domaine scientifique, si vous voulez, quand vous regardez par exemple comment Newton va développer sa théorie de l'espace et du temps et comment en fait Einstein va d'un côté la nier quelque part. C'est une négation puisque
Chez Einstein, effectivement, le temps et l'espace cessent d'être des absolus indépendants des phénomènes physiques. Mais comment, d'un autre côté, en poussant plus loin, le même Einstein va montrer que, pour finir, la théorie de Newton, elle marche très bien lorsqu'on a affaire aux vitesses moyennes, enfin aux vitesses que nous connaissons, lorsqu'on n'a pas intégré des vitesses qui sont proches de celles de la lumière et ainsi de suite. Et donc, en réalité, cette connaissance, elle, se retrouve à un autre niveau. C'est très important pour, comme vous le disiez tout à l'heure, éviter ce qui nous menace fortement, c'est-à-dire le scepticisme, le relativisme, l'idée que la science d'aujourd'hui ne sera pas la science de demain. Regardez, en ce moment, on patauge là-dedans. Aujourd'hui, on vous dit ceci sur le coronavirus, le lendemain, on vous dit autre chose, et le surlendemain, encore autre chose. Tout le monde est noyé, et on a l'impression qu'il n'y a pas d'objectivité scientifique, et que la science n'est qu'une mode. Eh bien non, voilà. La dialectique marxiste peut vous montrer comment la science progresse, comment la science change, comment elle n'est pas immuable, comment il n'y a pas ici une espèce de dogme fixé une fois pour toutes, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas des progrès scientifiques. Et par l'élargissement du cadre, par l'élargissement permanent du cadre. Ça ne veut pas dire non plus que la dialectique ne soit pas aussi dans les choses. Ça ne veut pas dire que, par exemple, dans le domaine de la cosmologie, de la physique et ainsi de suite, les phénomènes ne connaissent pas si vous voulez, la polarité qui existe dans les objets, ce n'est pas simplement une invention du philosophe qui les connaît, ce n'est pas simplement un concept. C'est un concept qui est juste parce qu'il y a du répondant dans la matière. S'il n'y avait pas de répondant dans la matière, il faudrait changer de concept. Donc, de la contradiction réelle, il y en a aussi, me semble-t-il, dans la nature. La dernière chose, c'est sur la question, effectivement, notamment de la contre-révolution. Moi, je l'appelle comme ça, en tout cas. Comment se fait-il que des sociétés qui se sont appuyées sur le marxisme se soient écroulées, alors que les sociétés qui refusaient le marxisme sont toujours là, et notamment des sociétés qui se réclamaient plutôt, en gros, des courants, disons, libéraux ou démocratiques. J'essaie de traduire un petit peu les choses comme je les ai comprises, en tout cas. Alors là, je ne vous dirai pas que j'ai une solution pour tous les sujets, mais il se trouve qu'en 1997, chez un autre éditeur que nos amis de Delga, donc au temps d'Esriz, j'ai publié un livre qui s'appelait Mondialisation capitaliste et projet communiste, et que là-dedans, j'ai essayé de produire une analyse des conditions qui ont conduit à la contre-révolution en Union soviétique. Autrement dit, de même que le concept de chien n'aboie pas, de même, il peut y avoir une analyse révolutionnaire des phénomènes contre-révolutionnaires. Si vous voulez, il ne faut pas partir de l'idée qui serait fausse qu'on a appliqué le marxisme et on a vu ce que ça a donné. Le marxisme, ça ne s'applique pas. C'est pas comme, c'est pas moi, un plan qu'un architecte, un mauvais architecte qui plus est, aurait fait avant de passer au chantier, et puis qu'il essaierait à toute force de réaliser sur le chantier. C'est plus comme ça que font les architectes d'ailleurs. Le chantier modifie le plan lui-même. Donc le marxisme, ce n'est pas une théorie qu'on applique. D'une part, d'abord, il faudrait savoir si, et je l'ai montré tout à l'heure, par exemple, quand Gorbatchev a conduit à la catastrophe de son pays tel qu'on l'a connu, les Russes aujourd'hui, majoritairement, parlent de katastroïka à propos de la perestroïka, et je crois que je n'ai pas besoin de traduire le mot russe katastroïka pour que tout le monde comprenne ce que ça veut dire en français, si vous voulez. On n'a pas quand même, ça serait malhonnête intellectuellement, que de dire que le marxisme a échoué, en partant de Gorbatchev, par exemple, puisque lui-même disait que les valeurs universelles l'emportaient sur la lutte des classes. Qu'est-ce qu'il y a de marxiste là-dedans ? Donc c'est quand même pas le marxisme qui s'est cassé la figure ici. C'est une destruction du marxisme, quelque part. Et puis, il faudrait passer par toute l'histoire de l'Union soviétique, il faudrait passer par toutes les contradictions qui se sont développées, justement, à l'échelle non seulement nationale, mais internationale, autour de l'Union soviétique. Tout ça serait diablement compliqué. Quant à dire que nos sociétés actuelles sont plus stables que les sociétés socialistes, je n'en suis pas sûr. D'abord parce que l'histoire n'est pas finie. Deuxièmement parce que quand on dit nos sociétés actuelles, on parle souvent des sociétés capitalistes développées, c'est-à-dire de la partie, émergente du capitalisme. Le monde capitaliste, ce n'est pas seulement les États-Unis, le Japon
et l'Europe. Le monde capitaliste, c'est aussi toute l'Afrique où se passent toutes ces horreurs que nous voyons actuellement, l'Amérique latine, une grande partie de l'Asie du Sud-Est, et ainsi de suite. Et là, si vous trouvez que c'est stable et que l'histoire est écrite, moi je trouve que non. Et que ça va furieusement, dans bien des endroits, non pas vers la stabilité, la fin de l'histoire et ainsi de suite, mais plutôt vers une sorte de fascisation extrêmement questionnante, quoi, pour le moins. Donc, à mon avis, il nous faut une analyse révolutionnaire des conditions qui ont conduit à la contre-révolution. Elle n'est pas simple à faire, parce que ce n'est pas linéaire. Moi, je ne dis pas, j'ai critiqué Gorbatchev, mais je n'ai pas la bêtise de dire que c'est parce que Gorbatchev est apparu que l'Union soviétique s'est écroulée comme ça. Il est évident que c'est un entrelac de phénomènes divers et variés, et qu'il faut justement, dans le cadre d'une analyse marxiste, apprendre à distinguer, ce que faisait d'ailleurs Mao, dont on parlait tout à l'heure, les contradictions principales, les contradictions secondaires, et toutes sortes de choses extrêmement enlacées, entrelacées, comme celle-là. Quant à savoir pourquoi, effectivement, donc Cuba a survécu, la Chine populaire a survécu, avec toute une série de débats qui ont lieu là-dessus, qu'on ne peut pas honnêtement traiter là comme ça en 3 minutes. C'est une autre affaire, mais ça nécessite effectivement ici une véritable réflexion commune. Un simple mot encore sur la marxologie. Oui, bien sûr, elle a sa propre légitimité, mais je n'y résume pas le marxisme. Je n'y résumerai pas le marxisme. Je ne pense d'ailleurs pas que c'était l'esprit dans lequel a été fait l'intervention qui a évoqué le mot de marxologie. Oui, il faut étudier Marx comme on étudierait Kant ou comme on étudierait Hegel ou quelque autre grand philosophe. Et c'est normal que des gens qui ne sont pas marxistes étudient Marx, comme c'est normal d'ailleurs que des gens qui sont marxistes étudient des philosophes autres que Marx, et ainsi de suite. Bon. Mais en tout cas, le marxisme ne doit pas se résumer, me semble-t-il, à la marxologie. Parce que Marx lui-même disait qu'il n'était pas marxiste, comme vous le savez peut-être, et que par conséquent, si vous voulez, il le disait dans des conditions précises, je sais bien, mais qu'on peut trouver aussi, certainement chez Marx, chez Engels, chez Lénine même, chez tous les grands auteurs classiques, etc., des propos, des phrases, etc., qui ne sont pas marxistes. Et quand je dis ça, c'est pas pour jouer les malins et les rabaisser, c'est parce que me revient à l'esprit une phrase de Che Guevara. Che Guevara disait qu'il faut être marxiste avec la même décontraction, il employait le mot, qu'on est, qu'est-ce qu'il disait, qu'on est newtonien en physique ou qu'on est pasteurien en biologie. Alors bon, il dit darwinien ou pasteurien, peut-être qu'aujourd'hui d'ailleurs on ne dirait plus les choses comme ça, mais c'est pareil, quoi. C'est ce rapport. Moi, ce que j'essaye de trouver dans le marxisme, et je crois que c'est ça qui nous intéresse tous, parce que sinon, ça ne serait pas un outil pour transformer la société qui va si mal, c'est justement ce fil rouge, dont quelquefois il peut arriver que moi, que n'importe quel marxiste ici présent, que même des grands, les fondateurs en quelque sorte, aient pu s'écarter. Dans la correspondance de Marx et d'Engels, des fois, vous trouvez des trucs qui vous font dresser les cheveux sur la tête. Franchement. Bon, il y a des propos... on n'est pas marxiste du soir au matin, là, comme ça, si vous voulez. C'est effectivement ici toute une discipline. Le marxisme est devant nous, est à venir. Il n'est pas simplement dans les textes de Marx et d'Engels. Là-dedans, je crois que dans ce bouquin, je cite presque 6 000 ou 7 000 auteurs, quelque chose comme ça. Principalement des scientifiques, principalement des physiciens, des biologistes, des matheux, etc., etc. Et des grands philosophes classiques, Leibniz. Moi, j'admire Leibniz, j'admire Aristote, j'admire des gens comme ça, etc. Je pense que c'était aussi le cas pour Aristote, en tout cas de Marx. Bon, voilà, je ne sais pas si c'est Marx et Engels qui ont le plus d'occurrences dans ce livre. Mais au fond, peu importe. Et je suis bien certain que des marxologues plus pointus que moi pourraient trouver des choses à redire. Mais par exemple, si vous voulez, sachez qu'il y a un grand marxiste et marxologue qui s'appelle José Baratamura, qui est un philosophe portugais, qui est malheureusement très peu connu chez nous, mais qui est très connu dans le monde lusophone et hispanophone, qui est connu en Amérique latine de tous les côtés, qui a été d'ailleurs un des dirigeants du Parti communiste portugais à une certaine époque, et qui donc a écrit des choses très intéressantes que nous essayons de faire connaître en France.
Il est bien meilleur marxologue que moi, il connaît à merveille les textes de Marx et Engels dans leur développement, etc. Et il aboutit quand même aussi à l'idée que le marxisme est impensable sans une ontologie. Et là, donc, je vous réfère en particulier au numéro spécial de la revue Étincelle, revue du pôle de Renaissance communiste en France. Je l'aurais au moins cité une fois comme ça en passant. Donc, dans la revue Étincelle, où José Baratamura a publié un texte sur les rapports entre la théorie de la praxis chez Marx et l'ontologie proprement dite. Et il montre que un peu de philosophie de la praxis éloigne, bon, vous connaissez la phrase de Jaurès, je ne vous refais pas le coup à chaque fois, mais bon, qu'il ne faut pas ici en tout cas les opposer. Aussi, par rapport à Spinoza, je sais bien que dans la philosophie de Spinoza, il y a, disons, une certaine tension, pour ne pas dire mieux, et qu'il y a des aspects très évidemment spéculatifs chez Spinoza, métaphysiques et ainsi de suite, mais bon, bien sûr, il ne pouvait guère en être autrement dans les conditions de l'époque. Quelquefois, voilà le paradoxe, il se trouve que j'ai beaucoup étudié Leibniz, donc lorsque j'étais étudiant, je trouve Leibniz plus intéressant sur le plan ontologique que Spinoza, et moins, je m'en veux quand même de dire du mal de Spinoza ici, franchement. J'exagère. Mais enfin, vous comprenez ce que je veux dire ici. Il y a donc chez Spinoza des aspects qui relèvent effectivement de cette conception des choses qui était à l'époque dominante, c'est-à-dire la pensée métaphysique, alors qu'il y a déjà chez Leibniz, si l'on enlève les quelques phrases de Spinoza qu'on cite toujours, il y a une dialecticité, pour reprendre ce terme, constante. Mais en même temps, bon, Spinoza est davantage dans le camp, en quelque sorte, du matérialisme que Leibniz, qui était quand même, il faut bien le dire, un défenseur à tout craint de l'ordre dominant, hein, si l'on peut dire. Alors, cela étant, bien sûr, le mot ontologie, moi je ne demanderai pas mieux que de m'en passer, hein, c'est la dimension ontologique. Il m'intéresse plus comme adjectif que comme nom. Je défends la dimension ontologique, même pas du marxisme d'ailleurs, fondamentalement, je me serais mal fait comprendre si je disais cela comme ça, mais des sciences, et particulièrement des sciences de la nature. Voilà, c'est ça, moi, qui me préoccupe le plus. Si vous voulez, il me semble qu'il y a un gisement de dialectique et de dialectique révolutionnaire extraordinaire dans les sciences de la nature contemporaine. Je dirais aussi dans les maths, mais je suis tellement béotien en la matière que je ne peux que poser un pied là-dessus en me demandant si ça va, s'il n'y a pas une mine dessous, quoi, si vous voulez. Mais en tout cas, pour ce qui est des sciences de la nature, si vous voulez, j'ai l'impression que ça jaillit de tous les côtés, quoi. Bon, la phrase d'Engels qui dit dans la nature, les choses se passent dialectiquement et non pas métaphysiquement, est vérifiée littéralement de plus en plus comme à la parade. Je prends un simple exemple. Il y a quelque temps, des personnes ont cru se moquer de la dialectique de la nature en parlant de dialectique des cailloux, comme si des cailloux pouvaient avoir de la dialectique. Hein. Eh bien, ils ne croient pas si bien dire, les malheureux. Il y a récemment eu toute une série de découvertes sur des gros cailloux qui s'appellent les astéroïdes et les comètes. Et on s'aperçoit que, alors que tranquillement jusqu'ici on classait ces choses en deux catégories, deux colonnes, d'un côté les cailloux secs, c'est-à-dire les astéroïdes, et de l'autre les comètes, donc les cailloux qui produisent une jolie chevelure là, qui brille quand ils se rapprochent du Soleil, on s'aperçoit qu'en réalité, dans certaines conditions, ça c'est la science, ça s'appelle le déterminisme scientifique, eh bien les cailloux secs s'allument, si l'on peut dire, et que dans certaines conditions, les comètes s'éteignent et deviennent de sages astéroïdes, comme si de rien n'était, en quelque sorte. Bon, eh bien, autrement dit, la pensée métaphysique qui dit d'un côté, comme Dieu le Père, à ma gauche les damnés et à ma droite les élus, hein, ça ne marche pas comme ça. Et que, pour le dire vite, des comètes deviennent des astéroïdes deviennent des comètes. Et que par conséquent, la plus vieille dialectique de l'histoire, celle d'Héraclite, ça commence le poème d'Héraclite par « le sec devient humide, l'humide devient sec ». Vous voyez, cette vieille dialectique-là, elle refait surface et elle clignote, là, comme ça, sous nos yeux, en quelque sorte. Et donc, le fait que le monde est matière en devenir, matière en mouvement, nous est sans arrêt prouvé de différentes façons. La grande différence, il me semble, avec la philosophie de Spinoza, qui nous dit que les lois de la matière et les lois de la nature sont éternelles, toujours les mêmes, dit-il. Et c'est là qu'il y a le plus sa pensée métaphysique, en quelque sorte.
c'est que précisément nous savons que les lois de la nature elles-mêmes peuvent évoluer. Pas simplement, parce que c'est déjà une découverte de Hegel, c'est pas simplement les phénomènes naturels qui évoluent, qui bougent. Ça, au fond, n'importe qui s'en aperçoit. Je vois bien que là, la nuit tombe, et que demain il fera jour, et ainsi de suite. Donc le temps, le mouvement, tout le monde le voit sans avoir besoin de faire des études de 5 ans de philosophie après le bac, ou je ne sais trop quoi. Mais que l'essence elle-même, dit Hegel, l'essence elle-même comporte la contradiction et est capable d'évolution. Et l'essence, traduite en termes scientifiques, c'est la loi. La traduction de l'essence. L'essence, ça, c'est du côté des choses, du côté de l'être même. Eh bien, l'essence elle-même, elle est capable, effectivement, de se modifier en profondeur et donc de produire, effectivement, ici, des choses complètement nouvelles. Et par conséquent, si vous voulez, c'est plutôt de ce côté-là que moi je remettrai en question l'approche ontologique du Moyen-Âge, ou qui reste encore largement celle de Spinoza, d'une nature stable, toujours la même, etc. Non, l'être de la nature est aussi de se transformer et d'être pour une bonne part imprévisible, d'intégrer par exemple ce que n'intègre pas Spinoza, c'est-à-dire la contingence, c'est-à-dire la contradiction. Si vous voulez, la contradiction telle que le conçoit le marxisme, là encore je citerai, je me rapprocherai de Mao, la contradiction, elle est porteuse de développement, mais elle est porteuse aussi de bifurcation. Elle est porteuse de ou bien, il y aura la mauvaise fin de l'histoire par extermination ou par pollution complète de l'environnement ou par je ne sais trop quelle merveille encore que peut nous préparer le capitalisme, etc. Ou bien on sera capable à temps de construire une société dans laquelle les hommes, effectivement, géreront ensemble les ressources naturelles sous l'autorité du monde du travail. Bon, en gros, c'est un peu le message central, si vous voulez, du marxisme. Ou bien. Et ça, chez Spinoza, ça n'y est pas. Alors que c'est chez Leibniz, quelque part, puisqu'on a le meilleur, si vous voulez, alors oui, c'est pour des raisons théologiques, mais on s'en fiche, au fond, c'est pas grave. Leibniz, lui, c'est pour défendre Dieu, la religion, etc., etc. Mais il est obligé, pour défendre Dieu, la religion, etc., contre les mécréants de son époque, d'attribuer à Dieu de la liberté, donc du choix, et donc de mettre dans la nature du possible, du compossible, etc., etc. Du compossible. C'est peut-être parce qu'il avait inventé le calcul infinitésimal et que du coup il était capable effectivement de dialectiser le fini et l'infini. C'est ça le calcul infinitésimal, quoi, en fin de compte. Donc en réalité, il a été porté plus loin qu'il n'avait envie d'aller. Et donc c'est pas grave, on prend notre bien là où il se trouve en quelque sorte. Il y a des gens qui sont étiquetés matérialistes et qui en réalité, par leur façon de procéder, pourraient très bien produire une philosophie, disons, de type idéaliste ou spéculatif. Eh bien, tant pis, c'est pas l'étiquette qui compte. Finalement, je dirais, même en philosophie, il y a un certain pragmatisme qu'on peut pratiquer. Le matérialisme doit trouver son bien là où il est. Et donc, tout simplement, aussi, ce qui est génial chez Hegel et ensuite chez Marx ou chez Engels, c'est par exemple l'idée du saut qualitatif. Si vous voulez, c'est l'idée des bifurcations, c'est l'idée que la détermination des choses étant précisément dialectique, non linéaire, je dirais quelque part, si vous voulez, eh bien, du nouveau peut apparaître. C'est pas écrit. La science ne consiste pas à prédire. La science, c'est pas uniquement Tintin qui prédit l'éclipse le jour qui va lui permettre d'impressionner l'Inca et d'échapper au bûcher, si vous voulez. Et d'ailleurs, on sait que les planètes, elles tournent autour du Soleil avec une régularité extraordinaire, mais qu'en réalité, le processus est chaotique, et peut-être bien qu'un jour ou l'autre, il y en aura une qui foutra le camp, si vous voulez. Alors, donc, d'une manière ou d'une autre, c'est plus sur le contenu, en quelque sorte, sur la manière de concevoir l'être, que sur le fait que l'être soit, que la matière soit indépendamment de la conscience, qu'il y ait eu de la matière avant nous et qu'il y en ait probablement après nous, quand l'espèce humaine aura disparu, écoutez, est-ce que vraiment quelqu'un peut en douter sérieusement? Mais pour autant, peut-être que l'espèce humaine va maintenant trouver des moyens de survivre sous d'autres formes, je n'en sais rien. Mais, le matérialisme marxiste n'a pas tout ce côté fataliste, pesant, lourd de l'ancienne métaphysique. Et disant cela, Dieu sait que je rends grâce à Spinoza quand même d'avoir
fait tout ce qu'il a fait, encouru tout ce qu'il a encouru. Et donc, oui, Dieu sait, Dieu, c'est-à-dire Dieu, c'est-à-dire ici la nature. Hein, voilà. Bon, donc,